Bonsoir, bienvenue à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue au Momie National. Et pour cette troisième soirée consacrée à Richard Peduzzi, nous sommes très heureux d'accueillir tout ce bel aréopage pour parler d'une thématique qui est très importante pour Richard. C'est la question de la spatialité, spatialité scénographique, spatialité urbanistique, spatialité des imaginaires. Et cette troisième soirée s'inscrit dans un mouvement plus ample de deux autres. Une première, c'était sur la question du vide et du plein, qui a donné lieu à des échanges passionnants sur quelle est l'identité de l'un et de l'autre. La deuxième, c'était sur les arts décoratifs et tout le sens des arts décoratifs aujourd'hui. Et enfin, donc, cette dernière soirée sur les imaginaires de la spatialité urbaine ou scénographique. Donc je laisse la parole tout de suite à Arnaud Laporte, complice de Richard. Et vous connaissez, on pourra à la fin échanger avec des questions avec le public et avec des intervenants. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup et merci d'être aussi nombreuses et nombreux. C'était le cas pour les deux premières rencontres et c'est encore une fois le cas ce soir, ce qui est quand même très agréable. Alors, spatialité, hein, tu as entendu Richard, c'est thématique, mais il ne va pas y avoir que ça. Autour de nous, alors je le fais de façon géographique, Pierre Causse, qui est à mes côtés, qui est maître de conférence en études théâtrales à l'université de Rennes 2, historien du théâtre, qui travaille sur l'histoire des représentations scéniques. Là, c'est Claire David qui sème le... Donc, alors, j'allais dire représentation scénique de la nature, qui a co-dirigé le numéro de la revue d'histoire du théâtre sur la fabrique du paysage, un numéro qui a paru en 2023. À ses côtés, c'est Isabelle Moindreau, qui est professeure d'études théâtrales à Paris 8, qui écrit depuis longtemps sur les mises en scène d'opéra, qui mène actuellement un programme de recherche à l'Institut universitaire de France sur l'opéra et le changement climatique. À côté de toi, de l'autre côté, Richard, c'est Olivier Godin, qui est maître de conférence en philosophie à l'École de la nature et du paysage, qui est responsable éditorial de la revue annuelle de l'école des cahiers de l'école de Blois, et également avec nous la comédienne Valentine Katzeflis, qui va lire ce soir quelques textes selon le chemin aussi que va prendre notre rencontre, les questions des unes, des uns et des autres. C'est vrai qu'il s'agit ici d'ouvrir de nouvelles perspectives, un mot qui est important sur les interactions entre les paysages urbains et ruraux dans tes créations à la fois visuelles et scénographiques, Richard. Ça passera forcément par des voyages à travers des villes qui t'ont inspiré, nourri. Ça passera aussi par des lieux où tu as travaillé. Mais évidemment, quand on parle de paysage, on s'intéresse aux paysages mentaux, aux paysages intérieurs, et qui sont très présents, je pense, dans cette exposition ici au Gobelin. Pour ouvrir le bal, c'est Valentine qui va nous lire, comme point de départ, comme un clin d'œil à ta ville de naissance, au Havre, Richard, une lecture qui va nous mettre en condition, je le souhaite, pour ce moment, cette fin d'après-midi. C'est un poème, court poème, de Raymond Carver. Pluie. Réveillée ce matin avec une envie terrible de rester au lit toute la journée et de lire. M'y suis opposée quelques minutes, ai regardé la pluie à travers la fenêtre et lâché prise, me mettant entièrement à l'abri de ce matin pluvieux. Serais-je prêt à revivre ma vie avec les mêmes erreurs impardonnables ? Oui, si c'était seulement possible. Oui. Merci Valentine. Une réaction, Richard, à ce poème de Raymond Carver, là, comme ça? C'est un poème que j'adore. Je voulais Alors plus près peut-être de toi le micro. Toujours, moi j'ai toujours un problème avec ça. C'est un poème de Carver que j'aime beaucoup. Et surtout, je l'aime encore plus parce qu'il me faisait penser à Luc Bondy. Il me faisait penser à la façon de vivre de Luc et à ses réveils matinaux autant qu'à ses couchers. Et je le vois bien en train de dire « Oh là là, il pleut, machin, tout ça, il fait froid, je reste au lit ».
et puis finalement s'habiller, aller travailler. Voilà. Et puis Carver, les poèmes de Carver sont vraiment, alors là, des paysages mentaux, pas mentaux. Le paysage, c'est le corps aussi. Donc, sur tout ça, quoi. J'évoque dans notre livre d'entretien cette expression de Cézanne qui disait qu'il allait au paysage. Pour toi, il a fallu parfois aller au paysage pour imaginer des scénographies. Tu l'as quelquefois raconté sur les quais de New York, par exemple. Ouais, mais je pense que Cézanne, il disait je vais au paysage, il rentrait là-dedans, quoi. Il rentrait dans la montagne, il essayait de rentrer avec sa tête dans les rochers, dans la nature, dans tout ça, et il respirait tout ça, un peu comme Van Gogh qui se mettait à plat ventre par terre pour sentir l'odeur des feuilles, et en même temps l'odeur des feuilles, ça lui donnait la couleur, avec les odeurs, il avait les couleurs, quoi. Et on sent que toute la vie de Cézanne, c'est ça. Aller à New York pour faire des repérages, ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait quand même la même chose. C'est vraiment pour aller voir. En même temps, c'est vrai que quand on est dans les docks ou les hangars qui étaient à l'époque complètement pourris dans Manhattan, on avait une impression, une odeur comme ça du monde et d'une forme de monde dont Bernard Coltès s'inspirait et sur lequel il écrivait. Impression, imprégnation aussi. Un mélange de tout ça, quoi. Ça respirait tout ça, quoi. C'est le coup de là-bas, c'est dehors. Hein. C'est de la petite fille qui est sur le plateau, voit la forêt avec les feuilles et se dit au fond, mais là-bas, c'est dehors, quoi. L'odeur parfois t'explique des mots et te donne des images, quoi. Avant une prochaine question, un court texte encore. Valentine, je vous mets à l'épreuve un texte signé Daniel Cohn que je vous laisse découvrir. Daniel Cohn, elle est là. Elle est là. Mais elle est là dans la voix de Valentine. Elle est un peu là, Daniel Cohn. C'est la première page. Alors, il faut que je te le donne peut-être. C'est bon, j'en ai pas lu. Excusez-moi. Alors. Richard Peduzzi, Scenografo. Je l'ai bien dit? Scénographe. C'est écrit en italien. Non, mais le titre est en italien. C'est en italien. Aucun des murs de Richard Peduzzi ne ressemble à l'autre, même s'il a un air de famille avec tous les autres. Affaire de rythme, de proportion. Il faut avoir vu Richard régler, à chaque fois que l'opéra change de maison, ses décors, raccourcir une hauteur, déplacer légèrement une ouverture, modifier une couleur. Chaque décor est fait pour une scène désignée, dont Richard Peduzzi maîtrise toutes les contraintes, connaît tous les détails. Après le dessin, l'aquarelle, vient la maquette, une maquette d'architecte construite au millimètre, qui produit le décor dans ses dimensions propres au théâtre qu'il hébergera. On oublie souvent que le décor préexiste à la mise en scène. Il en est la bâtisse, dans une justesse qui est chaque fois singulière. La même chose se reproduit au musée. Chaque exposition est à l'intérieur du musée une bâtisse pour des œuvres qui en deviennent des œuvres nouvelles. L'architecture, car Richard Peduzzi est un architecte, crée des espaces pour que le regard soit accueilli, pour que l'œil commence à voir. Merci Valentine. En écho à ce texte de Daniel, Richard, tu en as souvent parlé, on en a souvent parlé ensemble. Ton travail au théâtre comme à l'opéra, ça a quand même souvent consisté à faire rentrer du dehors dedans. Oui. Évidemment, selon les boîtes, selon les théâtres, selon les scènes, ça ne se joue pas de la même façon, mais globalement, comment est-ce qu'on fait rentrer du paysage dans une boîte ? Ouais. Allons-y pour les questions immenses, hein. Comme ça c'est fait. On va développer après. Comment on fait rentrer ? C'est tout le but. Hein. Tout le but, en fait, c'est d'oublier la cage de scène et de dire que la cage de scène, c'est le lieu de toutes les évasions possibles. Et en général, je fais rentrer j'essaie de faire rentrer le paysage dans la cage de scène par des dessins et des peintures, en oubliant complètement le cadre, c'est-à-dire le cadre de scène qui au fond, referme quelque chose.
Et je me souviens toujours, quand on travaillait avec Patrice sur un décor, avec Luc aussi, mais avec Patrice, il me disait que les dessins et les peintures, ça l'inspirait presque plus que les maquettes. Parce que les maquettes, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un cadre, qu'il y a des murs, qu'il y a des limites, qu'il y a tout ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs construire avant tout, même parfois avant de dessiner, la boîte qui est la cage de scène, pour comprendre comment éviter tous les écueils, comment trouver le vide à l'intérieur de tout ça et ne pas le déranger, quoi. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les gens dans la salle oublient qu'ils sont dans un théâtre, quoi. En fait, ils sont dans un paysage, ou dans une architecture, dans un paysage. Ils marchent dans une ville, ils regardent, il y a des tempêtes, il y a des orages, il y a des coups au cœur, il y a tout ce qu'on veut, voilà. Alors, encore un texte et encore une question avant de laisser la parole à nos intervenants qui ont toutes et tous très très bien préparé, et puis le public aussi interviendra. Un texte, je poserai ma question ensuite, un texte de Gaston Bachelard, cette fois-ci Valentine. L'arbre caverneux. Bernardin de Saint-Pierre rêve à un arbre immense, thème important des rêveries de refuge et de repos. Ce tronc caverneux, couvert de mousse, c'est un refuge, c'est une maison onirique. Déjà par la pensée, le rêveur voyant l'arbre creux se glisse dans la crevasse. Il éprouve précisément, par le bénéfice d'une image primitive, une impression d'intimité, de sécurité, de maternelle protection. Il est alors au centre de l'arbre, au centre d'une demeure, et c'est à partir de ce centre d'intimité qu'il a vu et conscience de l'immensité d'un monde. Vu extérieurement, même dans son port magnifique, nul arbre ne donnerait une image de l'infini en hauteur. Pour sentir cet infini, il faut d'abord qu'on ait imaginé le resserrement de l'être dans le tronc caverneux. Il y a là un contraste plus essentiel que ceux que développe d'habitude Bernardin de Saint-Pierre. Nous avons noté plusieurs fois les valeurs imaginaires multiples des cavités étroites comme demeures oniriques. Mais au cœur de l'arbre, la rêverie est immense. Puisque je suis si bien protégé, mon protecteur est tout-puissant. Il défie les orages et la mort. C'est d'une protection totale que rêve l'écrivain. L'arbre n'est pas ici une simple réserve d'ombre contre le soleil, non plus qu'un simple dôme contre la pluie. On n'aurait pas les véritables rêves du poète si l'on cherchait des valeurs utilitaires. L'arbre de Bernardin de Saint-Pierre est un arbre cosmique, comme le chêne de Virginia Woolf. Il appelle une participation à un univers. C'est une image qui nous grandit. L'être rêvant a trouvé sa véritable demeure. Du fond de l'arbre creux, au centre du tronc caverneux, nous avons suivi le rêve d'une immensité ancrée. Cette demeure onirique est une demeure d'univers. Merci encore une fois, Valentine, que je sollicite beaucoup, et puis après on verra comment ça se passe, mais tu nous vois venir arriver de loin, texte magnifique, hein. Parce qu'il y a dans l'exposition ici cette maquette réalisée pour le décor de Comme il vous plaira, la pièce que Patrice devait mettre en scène, mais la mort l'en a empêché. Alors c'est un arbre et un seul arbre, et cet arbre fait paysage. Cet arbre, c'était une évidence pour toi comme pour Patrice. C'est une évidence et en même temps une évidence qui explique toute la façon qu'on avait de travailler ensemble, Patrice et moi. C'est-à-dire qu'on devait jouer, il devait faire cette mise en scène aux ateliers Berthier et on devait la faire en bifrontal comme Fèdre. En bifrontal. Et dans cette histoire-là, il y a une forêt évidemment. Et faire une forêt en bifrontal, c'est compliqué, quoi. Ça fait un truc de théâtre, ça marche pas.
Donc il fallait la mettre dans un coin et tout ça. Et puis Patrice était déjà malade. C'était l'époque, c'était en plein été, je crois. Et moi, je vais en Italie quelques jours. Et lui, il va, il reste à part, enfin, je sais pas, il était là quelques jours aussi. On se retrouve dans un café rue Rambuteau avec Clotilde M, qui devait jouer le rôle principal. Et j'arrive avec mon idée d'arbre. Et je lui dis, écoute, un peu timide, un peu tout ça, parce que je n'étais pas sûr que ça marche, quoi. Et je lui dis, moi, écoute, je vais oser te dire un truc par rapport à ça. On n'a pas trouvé, mais je pense que j'ai une idée, c'est que cette forêt, j'avais pas lu ce texte de Bachelard encore, et lui non plus, je pense. Je pense que cette forêt, ça doit être un seul arbre. Ça doit être un chêne, ça doit être le roi des arbres qui représente la forêt dans laquelle on se cache, on se réchauffe, on ne prend pas la pluie, on ne prend pas le vent, Et lui, il ouvre un carnet, son agenda, il me sort une photo d'un arbre. C'est-à-dire qu'on avait eu au même moment la même idée, quoi. Voilà. Et donc ça explique le fait que les gens nous demandaient souvent, mais qui a eu cette idée, C'était pas ça le travail et la complicité qu'on avait. C'était de s'échanger des idées, c'était sur autre chose, même parfois, et de retomber sur ce qu'on cherchait ensemble. Et il y avait effectivement une affinité, je dois dire, invraisemblable, introuvable, quoi. Extraordinaire. Il y a Félix Lefebvre qui est là, qui a participé à tout ça, qui connaît tout ça. Voilà. Plein de gens, d'ailleurs, sont là, qui ont participé. Non. Alors, justement, peut-être pour maintenant ouvrir, moi j'ai eu la chance de pouvoir poser beaucoup de questions au fil des années, donc il y a des gens autour de nous et en face de toi qui en ont préparé d'autres. Pierre Causse, vous vouliez justement parler d'arbres et de ciel, notamment avec Richard. Merci, Arnaud Laporte. Richard, merci encore d'avoir donc préfacé ce numéro de la revue d'histoire du théâtre qu'on a intitulé La fabrique du paysage, que vous ouvrez donc avec un texte intitulé Paysage de l'âme, voilà, bien sûr, qui permet d'ouvrir ce numéro qui est consacré donc à la façon dont le théâtre a depuis le XVIe siècle, en fait, le théâtre reconstruit des images du monde, fabrique du paysage, à la fois propose au spectateur une sorte de voyage dans des paysages réels comme des paysages imaginaires. Et votre texte, il permet en ouverture et aussi par certains des dessins qu'on retrouve dans l'exposition de réaffirmer cette dimension profondément créatrice, presque démiurgique, hein, de la scénographie qui recrée des mondes à l'intérieur de cette boîte noire, de cette cage de scène qui est un espace d'évasion, comme vous le dites si bien. Et effectivement, on repère dans vos scénographies, qu'on les voit dans l'exposition, qu'on en regarde des photographies, des captations, qu'on en ait des souvenirs. On repère des motifs comme cette présence de l'arbre ou des arbres qui envahissent le plateau, comme par exemple dans La Dispute, ou bien ce motif récurrent du ciel étoilé, du ciel avec la lune. Et je voulais vous interroger sur cette façon de composer les paysages, souvent en tension avec aussi cette présence très forte qu'on a évoquée par le texte tout à l'heure, du mur. Il y a des scénographies à mur et des scénographies à horizon, en quelque sorte. Est-ce que les deux s'opposent ou est-ce qu'elles se rencontrent ? Non, elles sont toutes à mur, en fait, avec de l'horizon dans le mur. Mais il y a toujours le ciel, il y a un mur, et dans le mur, il y a un ciel. Donc c'est une façon de réfléchir à mon existence, à l'existence, je crois. Je sens, comme disait Faulkner dans Lumière d'août, que l'immensité tout entière n'est jamais qu'une simple cage. Donc c'est un truc à moi, ça, comme ça. Un peu ballot, mais un peu... Voilà, c'est comme ça. C'est aussi dans Hamlet, il y a une image comme ça. Ouais, c'est l'univers comme une coquille de noix. Voilà, enfin, la boîte est très importante dans le travail, et je pense qu'elle l'était aussi chez Patrice autrement, mais la boîte est très importante, quoi. Et c'est comment esquiver la boîte, comment échapper à tout ça, quoi.
Et sur le ciel, je me permets de poursuivre, on a l'impression qu'il y a deux façons de faire exister le ciel dans vos scénographies, la toile peinte et le cyclorama. Et je voulais vous interroger sur cette fabrique du ciel, comment, voilà, et selon les scénographies. La toile peinte, c'est une toile peinte, quoi. Oui. Donc c'est peindre sur comme le peignaient les peintres. J'ai commencé quand je voulais faire un ciel, à le peindre moi-même. Et puis je me suis aperçu que c'était quand même un travail de fou, quoi. Mais ça m'a appris beaucoup de choses de faire ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de peindre directement aussi, comme dans Tristan, sur le mur. Et là, c'est effectivement le mur ciel, quoi. Mais en fait, c'est jamais que comme les anciens faisaient les fresques, quoi. Donc voilà, tout devient peinture, en fait, quand on regarde et qu'on passe sa vie à regarder, à vouloir s'exprimer. Et assumer cette référence à la peinture, d'une certaine façon, c'est reprendre une grande tradition de l'histoire du théâtre. Ouais. D'ailleurs, affirmer exactement. Le terme de décor plutôt que celui de scénographie, c'est aussi s'inscrire dans cette... Et c'est pour ça que à un moment donné, j'ai pensé au fond encore une fois, en rencontrant Chéreau à Sartrouville, j'avais l'opportunité de construire ma peinture. C'était vraiment, il me donnait cette carte merveilleuse de dire vas-y, montre-moi comment tu peins comme en 3 dimensions, je sais pas quoi, sur le tableau, quoi, sur le plateau. Mais je confonds, quand tu as rencontré Patrice, il était en train de peindre un ciel. C'était la deuxième fois pour les soldats. C'était pour les soldats. La première fois, il était dans une loge à Sartrouville. C'était pour la réalisation des pièces chinoises. Il avait dormi dans la loge, je crois. Il est arrivé sur le plateau et on s'est parlé comme si on se connaissait. Tu vois. Mais après, c'était lui qui peignait et tu lui as dit que ça n'allait pas ? Non, c'était avant, quand il avait peint les soldats, juste avant ce truc-là. Ouais. Quand il faisait partie des jeunes compagnies ou je ne sais pas quoi. Son père était peintre et sa mère aussi, donc il dessinait extrêmement bien. Il avait la pratique du dessin et de la peinture et les musées, les visites des musées dans l'œil tout le temps, quoi. C'était un grand artiste, plutôt qu'un intellectuel. C'était sûrement un intellectuel, mais il se défendait d'être un intellectuel. En même temps, il était savant, quoi. Il me faisait penser à... En fait, il me faisait penser à Michel-Ange, qui attaquait, dégrossissait les blocs dans leur ensemble et qui après allait au détail. Le contraire de Luc, je crois, qui était plutôt pointilliste et qui prenait ses spectacles en faisant par points, comme ça. Alors, comme tu évoquais Tristan, peut-être Isabelle Moindreau, une première prise de parole et peut-être des premières questions à poser à Richard, parce que sur la question du le ciel est dans le mur est dans le ciel, on est sur quelque chose qui est à la fois... On est au pied du mur. Elle est bonne. Ouais. Tu veux me mettre en boîte ? Oui, à peu près. Okay. C'est encore meilleur. Voilà. Isabelle. Oui, ce qui est très frappant dans vos scénographies pour les opéras, c'est ce mur qui semble un défi et un appui pour la musique et qui construit un espace à la mesure du temps, à la mesure du chant. Et je me demandais comment vous vous organisiez dans votre travail avec vos metteurs en scène. Il n'y en a pas eu beaucoup de metteurs en scène, déjà. C'est vraiment... Mais 2. Et Vincent Huguet, 3. Ouais. Comment je m'organise ? Vous savez, c'est en face d'une feuille de papier, je dessine, et fatalement, il y a un moment donné où un décorateur, un peintre, un designer, sur le papier, est obligé de penser à une forme de mise en scène. Et pour moi, comme dans la tradition, comme chez les Grecs, à mon avis, le décor doit être un acteur à part entière, si vous voulez. Donc je me dis au fond qu'un mur, là, il doit être là pour protéger, pour marcher, pour avancer, pour disparaître avec les acteurs, pour les soutenir, même leur faire peur s'il faut, dans le cas de certains cas. Et j'essaie... Alors après, effectivement, on a une discussion, un regard avec celui qui va mettre en scène. Mais ça a marché, ça, en plus, parce que aucun des 3 metteurs en scène avec qui j'ai travaillé n'ont jamais pensé que je voulais être moi-même metteur en scène. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est le dessin, la peinture, l'architecture et tout ça. Ce qui a été, à mon avis, le
le drame d'un des plus grands décorateurs du XXe siècle, qui est Luciano Damiani, qui à un moment donné, parce qu'il avait des idées de mise en scène, ce que j'ai eu aussi souvent, on a des idées de mise en scène, quoi. Ça vient avec le dessin. Damiani a dit, écoute, c'est moi qui ai eu cette idée-là, Streller, je voudrais signer la mise en scène avec toi. L'autre l'a envoyé bouler. Et ça a cassé un tandem absolument extraordinaire, cette histoire-là. Moi, j'ai jamais eu, heureusement, ce problème-là, quoi. Mais ce qui est très frappant aussi, par exemple, dans Lucio Silla, qui est un des spectacles qui a marqué vraiment par la construction d'un nouveau type de décor pour l'opéra, le décor respire, le décor est vivant au sens où il se transforme, il collabore avec les chanteurs, il est voilà, un espace d'imaginaire et en même temps un véritable personnage. Et c'est pourquoi ma question n'était pas très bien posée tout à l'heure, mais comment il s'organise, mais au sens, comment on décide de le faire bouger, comment il va évoluer, avancer, se rétracter. Alors il y a eu deux choses dans cette histoire de ce mur-là. D'abord, il y a eu un des jouets de mon fils, une espèce de pélican ou d'oiseau où les choses, le bec, le cou, tout ça, ça rentrait, ça ressortait. Et à un moment donné, j'ai imaginé ça comme une architecture. Et puis, il y a une chose qui m'a fait vraiment avoir besoin de ce changement de décor aussi rapide. C'est un jour où j'ai assisté à un Péléas et Mélisandre où quelques minutes avant la fin, on a dû subir 25 minutes de changement de décor. Et je me dis, ça, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là. Et je voudrais que un changement de décor, ce soit comme un voyage en train, quoi, que ce soit comme le truc d'un magicien qui sort une chose de son mouchoir. Et je me souviens très bien, on avait un ami là avec François, qui était Claude Stratz, et qui me disait, mais ça, ce coup de Lucio Silla, tu pourras le faire qu'une fois. Et en fait, il s'est trompé, Claude, qui était pourtant quelqu'un qui se trompait rarement, mais il s'est trompé parce qu'on l'a refait avec Hamlet, en fait. Avec Hamlet, couché par terre, que Félix a construit. On faisait monter et descendre, c'était la même chose, et il n'y avait pas une seconde de perdu en attendant que ça bouge, ça change, et les bruits derrière le cyclone. La même chose avec votre sec, d'ailleurs. À chaque fois, ça a été on a essayé de faire en sorte que les changements de décor se fassent vraiment avec grâce, et en musique, si j'ose dire. Oui, ça c'était magnifique. Alors, Olivier Gaudin, en changement de décor, changement d'intervenant, pour un premier tour comme ça, entre vous tous. Oui, merci beaucoup. Merci aux organisateurs aussi de m'avoir permis d'être là. Ce qui m'a passionné, moi, c'est plutôt d'entrer dans l'exposition par effectivement les dessins et les lectures des ouvrages, mais dans ce qui a été dit, il me semble qu'on pourrait... Enfin, une des questions que je vais vous poser, c'est le rapport aux architectures, au pluriel, et aux villes, aux espaces des villes. Et en fait, il y a, alors, dans la suggestion qui a déjà été évoquée très forte, la tension qui est mise en place par ces décors, par ces dessins déjà en eux-mêmes, il y a cette circulation entre des villes possibles, des villes imaginaires, des villes qui n'existent pas forcément, qui ont existé. Et je me disais, en gros, la question, ça pourrait être, faut-il passer par New York pour revoir Le Havre ou dessiner quelque chose qui suggère Le Havre? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Est-ce que ça s'est fait de manière moins consciente? Non, j'ai passé une partie c'est vrai, une partie de mon petite enfance au Havre, et j'ai vu Le Havre avant de voir New York. Et c'est en allant à New York pour travailler, d'ailleurs, la première fois, c'était vraiment pour travailler sur je ne sais plus quel spectacle, mais enfin, que je me suis dit, il y a quelque chose de très, très de similaire entre ces deux villes, quoi. J'ai toujours pensé que New York n'était pas en Normandie, que Le Havre n'était pas en Normandie. Bah, vous voyez, New York est en Normandie. Donc Le Havre n'était pas en Normandie et que c'était une ville à part, comme ça, un bloc quelque part sur l'Atlantique ou sur l'océan. Et je me suis servi de l'architecture, effectivement, de ces deux mondes en ruine, parce que le New York qu'on a vu pour travailler, à l'époque, c'était le bas de Manhattan, et c'était pas du tout ce New York de maintenant, complètement à la mode, rempli de grands couturiers et de choses qu'on voit dans toutes les villes. C'était quelque chose qui faisait froid dans le dos. Je m'en suis servi pour
pour le Crépuscule des dieux et pour le Ring à Bayreuth, aussi pour les pièces de Bernard Coltès, tu vois, où il y avait quand même quelque chose aussi de profondément ancré dans le malheur humain et dans tout ça, quoi. Parce que en fait, c'est cet effet de non-contextualisation de ces décors qui font que parfois on part dans le désert avec des ruines, il y a un chameau, et ces dessins permettent de ne pas nous situer, je dirais, ni dans l'espace ni dans le temps, mais de faire travailler le spectateur. Mais ça, c'est presque dans le texte de Per Gynt, quoi. C'est dans le texte, c'est-à-dire avec le désert, avec le froid, avec les tempêtes. Per Gynt, ça représente vraiment. On a beaucoup travaillé avec François sur Per Gynt. Ça représente vraiment une multitude de paysages insensés, quoi, et même du paysage intérieur au paysage qu'on regarde et qui renvoie sans arrêt de l'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment un voyage, Per Gynt. Alors c'est un voyage, c'est la pelure de l'oignon, c'est tout ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. J'ai failli caler, hein. Je dois dire qu'il y a un moment donné, il y a une trentaine de décors avec à chaque fois un dessin différent et tout ça. J'étais tellement... j'ai une anecdote comme ça qui est assez amusante. J'avais pratiquement fini tous les dessins. Patrice était en train de répéter à Bayreuth. Je crois que c'était la première année. Tout allait mal, là. C'était la première année. Et quand je sors mes dessins, j'étais en voiture, et je sors mes dessins de la valise de l'hôtel et je les mets sur le toit de la voiture. Et j'oublie, et je vois tout à coup passer des feuilles de trucs. Ah, c'est Pierre-Richard Peduzzi. Des feuilles de dessins. Et tout à coup, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est mes dessins, tu vois. Et alors, donc, je lui ai montré, j'ai récupéré tout ça avec les traces des roues. Il doit y en avoir encore quelques-uns avec une petite trace de roue, quoi. Voilà. Ce sont sur le dark web en vente. C'est marrant, hein. Ouais. Mais c'est vrai. Mais est-ce que, alors, juste pour reformuler un tout petit peu la question, mais est-ce qu'il y avait dans évidemment, il faut que ce soit mobile, ce sont des décors, tout est fait pour être amovible, transportable, transformable, mais est-ce qu'il y avait quand même un rapport avec le contexte des lieux, des villes où vous aviez créé ces spectacles? Est-ce que puisqu'il y a des spectacles qui ont été créés donc à Bayreuth par exemple, ou à Paris évidemment, mais est-ce qu'à chaque fois il y avait un contexte qui pouvait jouer un rôle dans le choix de ces décors qui sont... Non, je crois pas, non, je crois pas. Dans la pièce, dans l'opéra, dans le livret, dans la lecture du texte, ouais, mais dans la ville, non. Et en même temps, quand je repense au Temps et à la Chambre qu'on a fait avec Luc Bondy et ensuite qu'on a fait avec Patrice, je pense qu'il y avait vraiment un contexte avec la pièce de Bondy qu'on jouait à Berlin, quoi. C'était vraiment, à mon avis, une pièce faite pour Berlin à ce moment-là, plus que pour les dorures de l'Odéon. Et s'ils m'entendent, Luc Bondy doit être content parce qu'il y avait toujours un petit rapport comme ça de trucs. Et je pense que le spectacle de Luc était meilleur que celui de Chéreau, pour que je dise ça, était meilleur que celui de Chéreau à Paris, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait... D'abord, il y avait Patrice avait vu la pièce à Berlin. Il m'avait tout de suite dit il faut qu'on la monte et tout ça. J'avais à peine fini le décor que déjà il fallait que je repense à un autre. Je lui avais dit attends, j'hésite un peu. Et puis bon, on l'a fait à l'Odéon. Et je sais que quand on a fait ça à la Chaux-Buneux, on sortait dans la rue, on était encore dans le spectacle, quoi. Ce qu'on n'avait pas à Paris. Voilà, pour moi. Peut-être pour prolonger aussi la question d'Olivier, sur par où ça passe, l'invention du décor. Il y a le cas de la Maison des Morts dont on a parlé. Tu m'as montré à l'atelier beaucoup de dessins. Et il y a des dessins et des peintures qui sont ici dans l'exposition, ouais. Qui sont tout à fait liés à la Maison des Morts, mais ceux qui le voient n'en ont pas forcément conscience. Parce que tu t'es dit, toi, tu t'es demandé qu'est-ce qu'il y avait autour de cette prison. Oui, parce que quand j'ai entendu la musique et relu le Dostoïevski, et relu le livret et tout ça, je me suis demandé où était ce bagne, quoi. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait cette forteresse, sûrement, une forteresse, et puis autour, qu'est-ce qu'il y avait, quoi.
qu'est-ce qu'il y avait. Et donc, j'ai commencé le décor en imaginant ce qu'il y avait autour, le paysage autour de la forteresse. Et en fait, quand j'ai montré les dessins à Patrice, il n'y avait pas de décor, mais il y avait le tour. Et il me dit, mais attends, il y a pas de... c'est beau, les dessins sont magnifiques, je les adore, mais il n'y a pas de... Moi, j'ai besoin d'un contenant. Et je lui dis, mais attends, c'est parce que j'ai besoin de comprendre où il est placé, le contenant, et tout ça. Je lui ai raconté. Il a très bien compris. Et quelques jours après, je lui ai montré effectivement l'intérieur et l'extérieur du bagne, quoi. Voilà. Mais tu avais besoin de passer dehors. J'avais besoin de comprendre comment c'était autour, enfin, dans mon truc de dessiner, quoi. Alors, Olivier qui va faire travailler Valentine, il faut expliquer. J'ai suggéré une petite lecture parce que je pense qu'il y a aussi la question de la réception dans la durée et de votre propre souvenir au fur et à mesure des années qui passent. Et je trouve qu'il y a un très beau passage dans Là-bas, c'est dehors, où vous posez la question justement de la perspective, c'est-à-dire comment ça vit aujourd'hui ce travail. Alors, en revoyant les photos du spectacle, je trouve aujourd'hui certains de ces décors sur lesquels j'ai tant peiné naïfs, d'autres chargés. Je ne peux m'empêcher de me poser une multitude de questions. L'architecture industrielle, New York, le rocher de Brunhilde, le barrage du Rhin, quel sens tout cela aurait-il aujourd'hui ? Les villes, les paysages, les choses changent. Les quartiers se transforment. Les quais et les docks new-yorkais ont perdu leur mystère et leur danger. Si je pense aujourd'hui à tous ces lieux dont parle Wagner, en fermant les yeux, je vois, comme lorsque je me penchais sur les décors de Tristan et Isolde, apparaître de nouvelles plateformes. Voilà. Non, mais c'est tellement bien écrit qu'il n'y a rien à ajouter. Je ne sais pas quoi dire. Là. Bah non, il n'y a absolument rien à dire. Alors, mais peut-être... Si, quand même, je sais bien quoi dire. Ah. C'est que par exemple, cette exposition s'appelle Perspective, parce que ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est repenser à des spectacles qu'on a fait il y a 30, 40 ans, et d'imaginer comment je les vois maintenant, et de redessiner ça. C'est comme une sorte de paysage qui revient. C'est comme une sorte de paysage qui revient avec une différence et avec plein de choses qu'on gomme, quoi, avec le temps, avec la mémoire, et puis avec les époques qu'on vit. Voilà. Pierre. Justement, dans l'exposition, on voit donc un certain nombre d'études qui sont particulièrement abouties pour des études. On voit dans toute une série d'états de différents dessins, mais certaines des études sont de véritables tableaux, ils sont d'ailleurs encadrés comme tels. Certains même, on voit qu'il y a une date et puis repris en 2020 ou en 2024. Ouais. Donc on voit que l'étude devient une œuvre en soi, même si elle était au départ prévue comme une... Parfois, elle n'a plus rien à voir avec le spectacle. Oui, ça devient autre chose. Ça devient... Il y a une sorte d'autonomisation de l'œuvre graphique qui se fait. C'est un besoin de peindre. Et parfois même, je fais des... En ce moment, j'étais sur les apparitions et les disparitions, où les villes s'éloignent de plus en plus, peut-être, et par la suite, pour laisser la place à d'autres c'est un peu bateau, mais à d'autres arrivées, quoi. Et est-ce que j'ai parfois le sentiment que certaines des études sont aussi des rêves d'un théâtre qui n'aura jamais lieu, sauf dans l'imaginaire peut-être ? Non, je ne pense pas d'un théâtre. En tout cas, je pense non, c'est un besoin de peindre ma nature, quoi, telle que je la vois. Olivier, à nouveau. Dans l'exposition, il y a aussi justement ces photographies qui montrent l'installation au musée d'Orsay en 86 sur Haussmann et l'opéra. Donc cette fois, c'est vraiment dehors, par-dessus. Et vous pourriez décrire un peu cette expérience-là pour le musée d'Orsay. L'expérience de la création de cette du séquence. Quartier de l'Opéra et de la coupe de longitudinale de l'Opéra de Paris. Alors, J'avais deux problèmes à résoudre. C'est Michel Laclotte et Henri Loiret qui m'avaient demandé de travailler là-dessus. C'était au moment où on faisait Loulou, en 79, à l'Opéra. Et vraiment, j'avais pas tellement la tête à ça, quoi. Quand ils m'ont proposé, j'ai failli refuser, comme pratiquement toujours les choses les plus importantes. J'ai toujours... j'ai peut-être peur, je ne sais pas. C'est pas pour moi. J'aurais dit. Ils ont insisté,
Et finalement, on a visité Orsay, qui était absolument en ruine, enfin en déconstruction complète plutôt, en déconstruction. Et Loirette m'a dit, ben voilà, il faudrait que tu représentes le quartier de l'Opéra avant Haussmann et tout ça, et que tu nous montres l'Opéra de Paris, je ne sais pas comment, parce que le public, les gens ne connaissent pas le bâtiment. Ils connaissent la salle, ils connaissent la scène, mais ils ne connaissent pas l'administration et tout ça. Donc m'est venue l'idée de cette coupe. Et puis, j'ai toujours pas compris tout de suite comment faire le quartier. Il m'est venu en marchant et en voyant le peu de hauteur que j'avais de plafond, alors qu'à l'Opéra Garnier, pour faire Loulou, c'était immense. Je me suis dit, au fond, il faut faire le contraire, quoi. Il faut marcher là-dessus, faire comme Fantomas et donner l'impression, avec une maquette à taille réduite, qu'on est très très haut, au-dessus de la ville et qu'on regarde tout ça. J'ai donné l'idée à Loirette, qui a compris tout de suite le truc, qui a bondi dessus. On a mis 4 ans, je crois, pour faire les maquettes et tout ça. Voilà. Mais ça donnait là aussi l'idée d'air, l'idée de paysage, l'idée qu'on était en dehors du béton, en dehors de toutes les architectures de Gaël-Lenti et de machin et tout ça. Donc il y avait quelque chose, à mon avis, on était dans l'atmosphère, quoi. Et dans le ciel, littéralement, de Paris. Ouais. Alors, quand on revient vers l'opéra, je reviens vers Isabelle Moindreau, parce que c'est vrai que c'est une expérience un peu... Je ne savais pas qu'on allait me poser autant de questions, moi. Ouais, et puis attends, parce que là, je vais pas tarder à me tourner vers le public. Hein. Ah bah oui, on te passe à la question. Isabelle, encore une fois, sur l'opéra, comme je vois que vous avez tellement de marques dans ce livre. Mais oui, c'est un livre qui est absolument magnifique, que je vous recommande. On plonge dans l'univers de Richard Peduzzi, on découvre sa manière de considérer l'histoire de la mise en scène, mais l'histoire du paysage aussi. Il y a des pages absolument magnifiques sur Millet, sur Corot, sur Van Gogh. Et bon, je n'avais pas prévu de vous interroger là-dessus, mais puisque ça s'y prête, il y a une page qui m'a vraiment beaucoup intéressée sur les glaneuses. Ouais. C'est très très beau lorsque vous expliquez comment les personnages des glaneuses semblent revêtus des lumières, des couleurs et des présences qui les encerclent. Est-ce que ça peut être pris comme une métaphore de votre approche de l'espace théâtral, cette façon de construire un espace qui permette de faire sentir tout ce qui encercle les personnages, cette respiration entre personnages et espace, décor et... Ça revient souvent chez moi, c'est sûr. Ça, j'ai toujours besoin de comprendre ce qu'il y a autour. J'ai toujours... et ça fait partie de l'enfermement qui me fait peur aussi. Je me dis, au fond, elles sont encerclées par quelque chose, elles sont condamnées à travailler à la terre. Et puis, je sais plus ce que c'est il y a longtemps que j'ai écrit ça, mais je crois qu'elles disparaissent à un moment donné sous l'eau. Voilà, c'est absolument magnifique. Vous imaginez que ces deux femmes pourraient disparaître, rejoindre la baignade éternelle avant de ressurgir pour se retrouver de nouveau entourées par les mirages et les châteaux de paille, prises au piège de l'air et de la lumière. Et pour moi, la fiction, c'est ça, c'est cette plongée dans les profondeurs d'une baignade éternelle. Et ce qui me touche beaucoup dans vos décors, c'est que vous permettez aux spectateurs de faire cette plongée-là, d'entrer dans des espaces qu'il ne connaît pas, de plonger dans le rêve, dans votre rêve, pour rejoindre son propre espace imaginaire. Mais ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. Vous savez, c'est ce que j'ai essayé, comme je fais pratiquement plus de décors de théâtre ni d'opéra, c'est ce que j'ai essayé de faire là, avec l'exposition. C'est-à-dire qu'on rentre dans un espace aussi où on sent l'air, où on sent l'air, où on sent le rapport entre les choses, et on sent les contrepoints entre les dessins, entre les meubles, entre les chaises.
C'est pour ça que je dis une chaise est un temple, parce que ça fait partie de l'architecture. La chaise, ça fait. On m'a demandé tout à l'heure pourquoi elles volent, les chaises. Quelqu'un m'a demandé pourquoi elles volent. J'ai dit elles volent parce que sur une chaise, on peut s'envoler, quoi. C'est-à-dire dans la pensée, on peut s'envoler en dînant, on peut s'envoler en buvant, on peut s'envoler en étant triste. Voilà. Donc une chaise, c'est un réceptacle où on est voilà, c'est un lieu, c'est un des lieux les plus difficiles à dessiner. C'est certainement comme sa propre organisation, quoi. La chaise, ça fait partie de l'ordre et de l'organisation du monde et de la convivialité, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Peut-être Olivier avait envie de t'interroger, vous aviez envie de parler de l'architecture du lieu où nous sommes et du lien qu'il peut y avoir avec la façon dont Richard a organisé cette exposition. Oui, c'était éventuellement, il y avait le contraste évidemment entre l'entrée, le niveau de l'entrée et le niveau supérieur, et d'avoir revu là ce soir d'ailleurs de nuit l'exposition, c'est pas du tout la même expérience pour l'étage. Ouais. Et je me demandais si, bien sûr, il y avait, en fait, le Mobilier National, il est aussi présent dans ce bâtiment autre qui est pas loin de nous, mais qui est dessiné par Auguste Perret, donc il y avait un écho avec le Havre, voilà. Mais au-delà de cet écho-là, est-ce que ça a été difficile pour vous d'investir ce lieu, et si oui, pour quelles raisons? Alors, il y a plusieurs choses. C'est ce qui était quand même... Quand j'ai visité pour la première fois ce lieu-là, quand j'ai su surtout que j'allais faire une exposition, et que j'ai vu ces deux grands espaces qui étaient en fait comme des couloirs, et quand j'ai vu une exposition après où il était divisé en plusieurs cases, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait à la fois montrer le lieu que je trouve magnifique, et à la fois pas se sentir perdu sur deux autoroutes, quoi, parce que c'est un peu aussi ça. Et en fait, non, parce que c'est très long, mais aussi c'est en fait très large, et je me suis dit que j'avais la place d'imaginer, de rêver aux espaces tels que je le pensais. Ce qui était très difficile, c'était d'imaginer le contenant et le contenu, parce qu'on devait à la fois... Mais mon équipe, enfin les gens avec qui j'ai travaillé, puis Antonine, ma fille, on a travaillé sur la scénographie, mais en même temps sur ce qu'on allait mettre dedans. Donc, ce qui est assez rare. En général, un décorateur, un scénographe, il travaille sur sa scénographie, et quand c'est dans un musée, l'historien d'art qui est responsable, le curateur, il lui dit, il place les tableaux. Là, on devait un peu tout faire. Et en même temps, c'est ce qui était très amusant, quoi. Et c'est ce qui a donné le souffle, en fait, qu'on fasse la même chose, et cette idée de contrepoint et de se dire à chaque fois que tel mur devait être utilisé de telle façon, que telle couleur devait rappeler une autre couleur. Voilà, on a travaillé là-dessus avec difficulté, mais avec beaucoup de plaisir, quoi. Et puis, je dois dire qu'encore une fois, je remercie vraiment Hervé Lemoine qui a été absolument super réactif tout de suite quand je lui ai proposé cette exposition. Et tous les gens du Mobilier National et toute mon équipe là, qui a travaillé avec moi, qui ont été merveilleux. Je vois Philippe qui a fait l'affiche, je vois Valentine qui est là, qui lit. Enfin, cette exposition, elle est vivante, quoi. Elle continue, et j'espère qu'elle continuera après qu'elle soit finie, et que ce soit une sorte de manifeste sur une façon de faire et de travailler. Et encore une fois, il y a aussi quelque chose que je veux signaler, c'est que dans le métier que je fais, la place fondamentale des artisans et des gens qui réalisent pour les décorateurs, pour les architectes, pour les scénographes, qui réalisent nos rêves, quoi. Et c'est vraiment... Sans eux, on est la moitié moins de ce qu'on veut être. C'est un travail collectif. Et la partie centrale de l'étage, à l'intérieur de une structure rouge, qui s'appelle l'œil et la main, vous pouvez juste en dire un mot sur le choix de... Ce sont des pages de carnet, des bouts de nappes, de restaurants, Oui, c'était parce que j'avais envie tout à coup de montrer comment j'étais, et de montrer la jeunesse des choses, et comment ça se fait n'importe où dans l'avion, assis sur une table dans un restaurant, ce truc qu'on est, quand les gens croient comme Daniel à la Villa, qu'on les écoute pas et qu'on dessine, on est concentré sur quelque chose. C'est une façon de vivre et d'être, quoi. Et j'avais envie aussi que les gens puissent se dire, au fond, tout ça, ça m'appartient. On peut toucher, on peut regarder,
Ça n'a pas beaucoup plu ici, mais j'ai pris la responsabilité que si on volait les dessins, tant pis, quoi, c'est comme ça. Voilà, donc voilà. Alors, une intervention de Pierre avant de donner la parole au public. Oui, pardon, Pierre. Oui, merci. Je reviens, on a évoqué tout à l'heure des mots, enfin, l'air du théâtre, le vide, oui. la notion d'atmosphère. Quelque chose qui est frappant dans les études, particulièrement celles qui sont faites à la mine de plomb, c'est le caractère parfois un peu vaporeux du dessin, ouais. cette sorte de brumisation du décor, qui n'est pas sans faire penser, en tout cas notamment pour toute une série d'esquisses qui sont faites pour Per Gunt, qui sont à la mine de plomb, à certaines esquisses d'Adolphe Appia. Notamment celle faite lorsqu'il a rêvé une mise en scène du Ring de Wagner. Et voilà, je voulais vous interroger à la fois sur cette question de l'atmosphère et comment parfois ça peut se matérialiser concrètement dans la mise en scène par un travail sur la lumière, sur la fumée, sur la brume, et aussi sur la référence à Adolphe Appia. Est-ce que ça fait partie de votre musée imaginaire ? Non, je l'admire beaucoup, hein, Appia, mais non, je ne crois pas. J'ai un trou de mémoire. Quel est l'autre qui est à la même époque qu'Appia ? Craig. Oui, Gordon Craig. Oui, j'ai beaucoup plus de... Lui m'a étonné parce que j'ai plus de sensibilité pour lui. C'est plutôt lui qui me touche le plus. Et lorsque j'ai fait les décors pour Hervieux Léger... oui, au français. L'éveil du printemps. Merci, l'éveil du printemps. L'éveil du printemps. J'ai fait une forêt avec des arbres, des arbres avec des piliers. Et je croyais que j'avais vraiment inventé quelque chose j'étais le premier à faire ça. Et quelques jours après, j'ouvre un livre de Greg et je vois qu'il avait fait ça 150 ans avant, quoi. Donc c'était un truc comme ça. Mais c'est admirable ce qu'il faisait. Et Appia aussi, hein, d'ailleurs. Isabelle, petite oui, intervention. je voudrais juste faire une petite remarque. Quand on traverse cette exposition, on est frappé par la grâce, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi la légèreté de certains décors. Et dans ce livre, vous expliquez qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire des décors aussi lourds, de construction aussi coûteuse, avec autant de techniciens. Ce n'est pas pour cela qu'il faut renoncer à faire aussi bien. Cette contrainte demande d'aller chercher ailleurs, plus loin, avec beaucoup plus de légèreté. Oui, je crois vraiment. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec Vincent Huguet dans Don Carlos à Bâle. Et on avait un peu réussi, mais il faudra aller plus loin, effectivement, dans épargner le... Mais on est obligé d'épargner parce qu'il n'y a plus les moyens pour travailler. Et ce dont je suis assez content, c'est à l'époque où j'étais aux Arts Déco, d'avoir insisté auprès des étudiants sur le fait que quelqu'un qui faisait un décor de théâtre devait pouvoir aussi dessiner un meuble, devait aussi pouvoir faire une architecture intérieure, devait avoir une connaissance de l'architecture et du dessin, parce que je trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait seulement des décors de théâtre, c'est très dur, parce qu'il n'y a plus les moyens, parce qu'il doit aller beaucoup plus vite qu'à l'époque où on avait quand même du temps. Je vois le temps d'Hamlet, on a eu 1 an quand même. Et maintenant, jamais il y aurait 1 an, jamais il y aurait autant de moyens pour construire un tel décor. Et donc, à mon avis, un jeune décorateur doit travailler avec plusieurs metteurs en scène à la fois, et ça donne le tournis, quoi. On peut pas avoir une exigence et un style en suivant ce qui se passe dans la tête de plusieurs personnes en même temps. Voilà, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire de l'architecture intérieure seulement et travailler comme ça. Voilà. Alors, comme le temps file, j'imagine qu'il y a des questions dans ce vaste public. Il suffirait de lever la main pour qu'on vous apporte un micro. Et alors, généralement, c'est toujours difficile d'être la première ou le premier. Et après, tout le monde dit « Ah, mais c'est déjà fini, je n'ai pas posé la question que je voulais poser. » Donc, n'attendez pas, parce que nous, on a plein de questions, hein, sinon. Ah, voilà. Je ne vois pas qui tend le bras, mais bravo à cette personne. Merci beaucoup. Moi, je rebondis sur la référence que vous venez de donner à Craig. Parce que dans Craig, il y a cette pensée du personnage qui porterait le décor.
Et dans ce que vous disiez, j'avais l'impression que c'est le décor qui devient personnage. Donc il y a une sorte de perméabilité là qui se répond. Mais je ne sais pas si vous la pensez comme ça ou comment vous l'envisagez, cette perméabilité, si vous l'envisagez toutefois. Non, je n'ai pas vraiment pensé. Enfin, je sais que Craig me fascine beaucoup, mais voilà, je n'ai pas vraiment pensé à ça, non. Je ne sais pas. Ben, on est encore sur l'imprégnation. Ça fait partie des choses que tu reçois, comme marcher dans les rues de Rome. Ou... Marcher dans les rues de Rome, marcher dans les rues. J'adore marcher dans les rues des villes, mais voilà. Mais cette connaissance, c'est une imprégnation. Mais je pense que le décor et le personnage, ça va avec, quoi. Ils se regardent, ils discutent ensemble, ils passent, ils s'oublient, et voilà. Je pense que Craig, il avait des choses comme ça dans la tête aussi, de l'oubli et du passage, et des choses qui tournaient aussi. Il était très fasciné par les cercles avec ses piliers. Par les cercles, par les espaces cylindriques. Ouais. Une autre question. Alors, attends, il faut qu'un micro t'arrive parce que tout ça va être dûment répertorié. Le mot, c'est la ruine. La différence entre Appia et Craig, il y a déjà chez Craig quelque chose de ruiné, mais et tu travailles aussi beaucoup sur l'idée de quelque chose qui peut se voir comme une ruine. Oui, bien sûr. Ou en construction, ça dépend des jours. Oui, ça a à voir avec la personne, quoi. Bien sûr, oui. Mais parle-en de la ruine un peu. Comment ? La ruine ? Ouais. Ah, tu veux que je parle de la ruine ? Alors juste... Pardon, je finis ça juste pour te faire rire. Quand on a commencé à travailler avec Patrice sur un opéra, je crois que c'est sur l'Italienne à Alger, il y avait un mur en ruine. Et il y avait un ami à nous qui voyait qu'on faisait que des ruines et qui nous appelait chef-d'œuvre en péril. Tu vois, donc voilà. Je m'en sors. Hein. Ouais. Madame ? Non, mais c'est fascinant les ruines. Tout ça, il y a eu des grands peintres comme Monzo Desiderio, tout ça qui peignaient que des ruines. Et il y a aussi dans le théâtre des passages entiers avec les murs qui tombent au XVIIIe, XVIe siècle. Et évidemment, c'est quelque chose qui fascine la scène et le théâtre, ça, la ruine. C'est maintenant. Bonsoir. J'ai une question par rapport à tous ces moments où les scénographies elles sont déplacées dans autre chose qu'une cage de scène. C'est-à-dire ce moment où on a dessiné une scénographie pour une cage de scène et que, en fait, elle est implantée après dehors ou dans un lieu qui n'a rien à voir avec le théâtre et que du coup elle demande à être repensée, à être redessinée, mais qu'on n'a souvent pas le temps et qu'on est. Pardon, mais j'entends pas. Merde. Excusez-moi. Très bien, c'est vrai. Il faut que je puisse répondre parce que j'entends pas bien. Alors, est-ce que là c'est mieux ? Ouais. Moyen, je vais crier dedans. Je me pose une question sur toutes les scénographies qui sont déplacées en dehors de la cage de scène. Ouais. J'ai l'impression que ça arrive de plus en plus en ce moment, bien sûr, que ça soit mis dehors et que c'est des scénographies du coup qui demandent à être repensées, à être redessinées, mais qu'en tant que scénographe, on n'est plus là à ce moment-là de la production. Et que c'est quelque chose qui nous échappe un peu et que les acteurs se retrouvent souvent avec une scénographie qui les supporte plus, enfin qui est plus vraiment là avec eux. Et du coup, je me demande quoi faire de ces scénographies, enfin de ces moments de déplacement. Moi, j'ai eu affaire avec les scénographies bifrontales. Je me suis arrêté là, quoi. Je veux dire. Après, je ne sais pas comment on fait dans le. Ça doit être des tas d'autres questions se posent. Enfin, il y a certainement des solutions pour je sais pas. Toi, tu l'as pas expérimenté. Je peux pas en parler. Je l'ai pas fait. Et c'est simplement en même temps, comme j'ai l'habitude je me dis que le paysage doit rentrer dans la scène. Il y a bien un truc, il y a bien une scène à faire rentrer dans le paysage, quoi. Il y a sûrement quelque chose à trouver pour compenser. Mais je ne sais pas encore. Mais il y a des metteurs en scène comme Engel
qui ont fait de très beaux spectacles en pleine nature comme ça. Donc, ou dans des usines, même, dans des friches. Même comme Gruber dans le stade à Berlin, qui était un spectacle, je ne sais plus lequel c'était, mais tout le monde en parle comme d'un des chefs-d'œuvre de Gruber, tu vois. C'est vrai que tant qu'on n'a pas eu à se colter avec l'histoire, on ne peut pas bien répondre là-dessus. Alors, autre... oui. Ah, le micro arrive, madame. Hop là. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des lieux qui vous inspirent vraiment? C'est-à-dire que quand vous savez que vous allez jouer dans tel lieu, ça, c'est un peu pour rebondir un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, si un metteur en scène qui doit travailler au Théâtre du Peuple à Bussan, par exemple, où le fond de scène s'ouvre sur la forêt, est-ce que ça, enfin, forcément, ça doit vous inspirer? Ça doit oui, ça dépend. Voilà. Dans Loulou, par exemple, à l'Opéra Garnier, à un moment donné, le fond de scène s'ouvrait sur le foyer de la danse. Et tout à coup, on était ailleurs, quoi. Voilà. Mais ça m'inspire, oui, bien sûr. Même, on peut imaginer qu'au Théâtre de l'Odéon, soudain, on ouvre les portes du fond, on est dans le Luxembourg. Ouais, Oui. Oui, ça peut, évidemment. Le Bayreuth, ça a été quoi, justement, par rapport à cette question? C'est quand même pas un lieu tout à fait à Bayreuth, on n'ouvrait rien là-bas. Non, c'était pas, je vois pas. On ouvrait? Non, on n'ouvrait rien du tout. Non, mais on n'ouvre pas, mais d'être dans ce lieu-là, forcément, ça agit sur ta façon de Le théâtre concevoir. de Bayreuth, il est absolument magnifique. Il est très, très inspirant. C'est un des théâtres au monde où l'acoustique est le meilleur, où la cage de scène est aussi grande que la salle, où il y a une possibilité de manipulation des décors extraordinaire, bien qu'avec les décors du Ring, quand on en fait autant et qu'ils soient autant réalistes comme ça, c'est pas assez grand non plus. Tu vois. Moi, je pense avoir raté complètement la forêt de Siegfried et toutes ces choses-là, tu vois, que je ne ferai plus du tout comme ça maintenant, justement quand je pense au Ring. Et puis voilà, c'était parfois, bien que ce soit un théâtre exemplaire, dessiné de façon géniale, et voilà, je sais pas, ça a ses limites, quoi, tout ça. Et c'est sûrement, les limites viennent de l'imagination. Oui, on parlait tout à l'heure des ruines, on parlait de Rome. Je voulais te reposer la question. Marc, parce que là, oui, on parlait tout à l'heure des ruines, on parlait de Rome. Comment le décor de la Villa Médicis, est-ce qu'il t'a inspiré des décors? Est-ce que le fait de vivre dans un décor aussi à la fois majestueux et assez terrible aussi, est-ce que ça t'a inspiré à un moment donné? Est-ce que tu as été influencé par ce lieu-là? Il m'a accaparé. C'est un lieu, c'est un piège, le lieu Villa Médicis. Tu vois, c'est à la fois extraordinaire, c'est à la fois tu crois que... D'ailleurs, quand on m'a proposé la direction, j'ai commencé par dire non. J'aurais eu tort. Mais quand même, si tu dis non, c'est qu'il y a quand même une idée derrière la tête, quoi. Quand tu es à Rome, quand tu es à la Villa Médicis, tu n'es plus à Rome. Tu es dans la Villa Médicis, tu es dans un bateau au-dessus de Rome, et parfois, tu sais très bien, on ne descend plus dans la ville, quoi, parce qu'on est on est pris au piège par ce lieu, par ce qu'on doit y faire, par les expositions, par le travail qu'il faut exécuter et puis en plus, entre les Italiens, les Français, mettre tout le monde d'accord, et tout le monde, c'est pas toujours évident. Et puis, au bout d'un moment, tu vois plus le lieu. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mon Dieu, que c'est beau ici. Mais quand on est là-bas, sur place et tout ça, on dit, tiens, j'aimerais bien sortir pour respirer alors qu'on est en plein air, mais j'aimerais bien sortir en bas un peu. C'est très difficile de parler de la villa, c'est une utopie, quoi. C'est quelque chose de... Et si on parle vraiment de la villa, c'est un lieu qui doit être vraiment... contrairement à tout ce que j'entends, je pense que c'est un lieu qui doit être vraiment consacré à la recherche, à l'invention, à la création, aux pensionnaires et au silence et au travail, quoi. Alors que je sens que de plus en plus, c'est une tendance à être pris en otage par des grandes marques
je sais pas, de prêt-à-porter, de vêtements, de trucs, tout ça. Voilà, je suis moyennement d'accord avec le destin de la villa tel qu'en ce moment. Moyennement d'accord avec le financement de la culture. Enfin, ça, voilà. Avec tout ça. Parce qu'on ne peut pas accuser les directeurs de faire avec ce qu'ils... Non, ou les directeurs. Non, mais je sais bien. Je précise ta pensée que je connais bien. Je pense que le directeur actuel est très très bien, qu'il y a eu... Non, mais les privatisations pour les marques de luxe, je ne sais pas si on connaît ça privatisation, machin, oui. mécénat, tout ça, c'est quand même des choses qui sont... Évidemment, on en a besoin, mais... évidemment, et on ne devrait pas en avoir besoin. Mais bon, on n'est pas là pour parler du financement de la culture. Non, mais un peu, je veux dire, pourquoi pas. Je me souviens que la première fois quand j'ai fait l'exposition avec Anselme Kiefer, il y avait en même temps une manifestation pour la maison Renault, je sais pas quoi, tu vois. Donc il y avait des gens qui sablaient le champagne et tout ça, et Kiefer m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ici? Non, mais il comprenaient pas, tu vois. Voilà. Moi, je comprends très bien, mais je continue à pas comprendre le truc. Je me doute. Pardon. Ah non, alors, un micro va vous arriver. Et merci à la personne qui vous l'amène. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas parlé de la condition sine qua non de l'existence de vos décors, la lumière. On a parlé tout à l'heure, nous, un peu. Un peu. À l'entrée. J'avais bien noté aussi. Et là, je vous pose la question, quel est votre rapport à la lumière, ou plus précisément aux ombres? Aux ombres, à l'ombre. Ah bah oui, c'est comme en peinture. Mais comme on disait l'autre jour, c'est pas comme en peinture, parce qu'au théâtre ou à l'opéra, la lumière doit en même temps avoir un sens tout le temps, quoi. Et puis elle bouge beaucoup plus que dans un tableau. Dans une peinture, dans un dessin, il y a une direction de lumière une fois pour toutes. C'est rare qu'on voit... Ça peut être tellement génial chez Dürer qu'on peut voir bouger, ou chez Vermeer, ou chez Rembrandt. Mais c'est rarissime quand même qu'on sente que le tableau bouge devant les yeux. Donc au théâtre, au cinéma encore, c'est encore autre chose, quoi. Je vois Caroline qui a fait des films merveilleux. Elle a travaillé avec moi une fois sur un plateau de théâtre, et elle s'est trouvée devant, comme une jeune fille, devant quelque chose de neuf, avec des éléments différents, des projecteurs, la distance entre les choses et les gens et tout ça. À chaque fois, c'est des choses extrêmement compliquées qui doivent prendre du sens ou pas de sens, quelquefois. Ou alors, au cinéma, comme chez Kubrick, tout à coup, on se dit de la lumière, c'est de la lumière avec des bougies, avec des choses, voilà. Mais je ne sais pas quoi dire. À propos de l'ombre, le décorateur est homme de l'ombre, mais une ombre portée très forte. Elle doit être lumineuse et généreuse. Ben voilà. La réponse se trouve toujours dans les livres de Richard. Mais parce qu'il faut excuser Valentine qui a dû nous quitter, qui avait un mot d'excuse. Mais on a Isabelle comme lectrice maintenant. Mais au-delà de ça, pour prolonger la question de Madame, c'est quand même le rapport avec les créatrices et créateurs de lumière, moi qui me... c'est là-dessus que je voulais t'interroger, sur à quel moment il y a la rencontre entre ta proposition de décor et ce que va en faire, parce qu'évidemment une lumière, elle va complètement changer la donne. Mais alors, ça dépend vraiment du créateur de lumière, tu vois. Ça dépend parce que parfois, avec certains créateurs de lumière, tu peux très bien ne pas t'entendre, et voilà, et ça peut se passer très mal. Comme ça s'est passé extrêmement bien, par exemple ici, avec Simon Brogini, quand on a fait la lumière pour cette exposition, tu vois. Qui n'est pas simple. Ben non, parce que tu as vu, c'est presque comme une scène, et c'est pas une scène, et il fallait que les gens voient, tombent pas, voient les peintures, en même temps voient les meubles et le design autrement. Il y avait toute une coexistence entre les éclairages qui était très compliquée, quoi. Ce qui n'arrive pas... Si, ça peut arriver au théâtre aussi. Et c'est arrivé à Vienne récemment, et toujours avec Simon Brogini, où dans un appartement très grand, on a dû éclairer des tableaux, et puis aussi l'atmosphère générale, et puis le mobilier, et que tout ça ne fasse qu'un univers, tu vois, avec plusieurs sources de lumière. Et ça, pour le coup, il y avait une chose dont on aurait voulu parler, peut-être, c'est quand même aussi ton rapport aux avancées technologiques qui permettent aussi
dans ton travail, à la fois dans la création de meubles, de décors, mais aussi dans la façon d'éclairer, et c'est le cas notamment ici, mais aussi dans cet appartement à Vienne. Tu es quand même très sensible à toutes les propositions technologiques. Bien sûr. Mais ce qui m'amuse, c'est d'être sensible à toutes les propositions technologiques actuelles et de revenir à l'essence de la lumière même avec des bougies. C'est-à-dire que là, il y a ce lustre, qui est une des choses qui m'amuse le plus de ce qui est ici, où il y a à la fois ces bougies qui sont comme dans l'Antiquité, et il y a les LED en dessous, où on peut éclairer, la table avec les convives. Ça m'amuse toujours, c'est comme les architectures, hein, ça. J'aime bien mélanger les époques et en faire une époque, quoi. Alors, peut-être une question dans cette salle, sinon je reviens vers mes camarades ici qui prennent plein de notes. Alors, à qui je donne... Pierre, vous avez peut-être envie, ou Olivier, allez. Je vous aurais bien entendu davantage sur le cinéma, parce que l'exposition n'en parle quasiment pas, sauf erreur, et peut-être revenir sur justement la spatialité au cinéma. Quelle différence? Alors, on comprend que c'est pas le même rythme de travail, de temps, etc., certainement. Mais moi, je connais vraiment beaucoup moins bien le cinéma. J'ai quand même fait quelques films. Quand même. Ouais, mais bon... non. Caroline, elle en parlerait 1000 fois mieux que moi. Je connais moins bien, non, vraiment. Et même le rapport que j'avais avec Chéreau au cinéma n'était pas du tout le même que celui que j'avais au théâtre, quoi. Il avait une façon de filmer. J'étais pas toujours d'accord avec lui. Il y avait plein de films de Patrice que j'adore. Il a une œuvre cinématographique, mais pour moi, c'était pas la même personne sur un tournage de film. Enfin, c'était le même, mais c'était pas il y avait quelque chose de différent, quoi, quand même. Et je peux pas... vous savez, en général, les décorateurs, en plus, au cinéma, c'est pas non plus la même chose qu'au théâtre. Donc, ils sont dans leur coin en avance par rapport à ce qui va se tourner. Quand les gens arrivent pour tourner avec la lumière, eux, ils sont déjà partis pour aller ailleurs, construire quelque chose. C'est rare que tout se passe dans le même studio. Ça, c'était mon rêve, hein, de faire un film entièrement construit en studio, de faire comme il y avait des décorateurs à Hollywood, comme William Cameron, Menzies, ou des gens comme ça qui ont inventé des échelles de perspective, qui dessinaient la lumière. C'était une autre époque encore. Maintenant, on n'a plus le temps de voir, quoi. Donc, je ne peux pas vous dire tout ça. Je sais pas. Ça a tout de même été évoqué dans la préparation de l'exposition, de ne pas accorder ce qui... Finalement, il y a l'architecture, il y a la muséographie, il y a le design, vous l'avez dit, le mobilier, bien sûr. Et il n'y a pas du tout le cinéma. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est... Je vous dis, c'est pas une rétrospective, hein. Donc, c'est perspective, et la prochaine, on mettra le cinéma. Mais là, Très bien. Merci. On prend date. Et on mettra des extraits d'œuvres, j'espère aussi. Alors, des films, des extraits d'œuvres. Des extraits de mise en scène, ce serait formidable. Ça, c'est encore autre chose. Parce que est-ce que ce sera formidable? On ne sait pas. Et des extraits, ça n'a pas toujours été non plus... Toutes les captations n'ont pas toujours été des chefs-d'œuvre. Par exemple, non, je ne peux pas dire, mais il y a certaines captations de mise en scène où je ne me suis pas retrouvé dans la mise en scène telle qu'elle était. Voilà. Par contre, j'ai vu, c'est vrai que plus c'est simple, il y avait des captations de Bernard Sobel, comme ça, pour Loulou, je crois, pour Lucio Silla. Il y en a eu aussi la captation du Ring, que je trouve très bien, parce qu'elle est très simple, et elle est quasiment frontale, et on voit le spectacle, quoi. Ce qui m'agace profondément, c'est quand le type qui fait le truc refait une mise en scène par-dessus la mise en scène. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais c'est précieux, malgré tout. Mais tu vois, ce que j'aime bien, par exemple, c'est qu'il y a un moment comme ça où j'ai du mal à le regarder parce que ça me touche particulièrement, où on parle de Lucio Silla avec Patrice dans la salle des maquettes, et je me revois dans ce moment-là, et je trouve que c'est une très belle façon d'avoir filmé ça d'Arnaud Sélignac. Voilà. Pardon, je me retourne vers le public. Si aucune main ne se lève, parce qu'on
On va bientôt conclure. Pierre, peut-être? Peut-être une question sur on a évoqué tout à l'heure les artisans qui réalisent les rêves, qui rendent les rêves possibles. Ouais. J'ai lu que pour les décors du Ring à Bayreuth, il a fallu en faire construire certains en Italie. Beaucoup, beaucoup en Italie. Sur l'ensemble de votre carrière, quel a été comme ça votre rapport aux ateliers de construction? Et est-ce que vous avez trouvé un savoir-faire en Italie qui ne se trouvait pas ailleurs, parce qu'en Italie, on a conservé certaines traditions? Oui, mais ça n'existe plus non plus. Ça n'existe plus. Il y a encore... Et puis, j'ai trouvé des ateliers de construction merveilleux en France, et j'en ai trouvé d'autres en Italie. À l'époque, il y avait quand même une chose, c'est que c'était quand même nettement moins cher par rapport à certaines boîtes privées de construction de décors en Italie, mais c'est plus vrai non plus, tout ça. C'est plus vrai non plus. Pour trouver des artisans là-bas, il faut vraiment... Là, personne n'a rien fait de cette exposition en Italie. Tu vois. Ça a été vraiment des ébénistes français. Le génie, ça a été le ferronnier qui a fait le rocking chair. Le rocking chair en fer avec une seule plaque de tôle comme ça, sans soudure, sans rien. Voilà, mais puis les peintres, les grands peintres de décors italiens, ça n'existe plus non plus, quoi. Donc, par contre, il y a des jeunes gens qui arrivent ici, des jeunes peintres, j'en connais 2 ou 3, qui sont très très forts, très étonnants. Ouais. Et ce qui m'a plu aussi dans l'exposition, c'est de voir que plein de jeunes étudiants dessinaient. Dessinaient, ils avaient des carnets de croquis et ils dessinaient les meubles, les machins, tout ça, tout ce qu'ils voyaient, quoi. Et ça, je trouve ça bien que le dessin revienne. On oublie trop que c'est quand même c'est l'épine dorsale de nos métiers, quoi. Même au cinéma, même les éclairagistes, tout ça, je vois les carnets de croquis de Fellini ou de Fritz Lang ou tout ça, les storyboards, c'est merveilleux, quoi. Je regarde à nouveau le public. Il y a des étudiants et étudiantes, justement. A priori, vu certaines tranches d'âge, qui auraient peut-être une question ou deux à poser à Richard. Avant qu'on ne conclue, il est 19h54. J'essaie de respecter le timing. Posez des questions. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Dénoncez-vous, levez-vous et dites ce que vous avez croqué. Allez, même qui se dévoue. Rebonsoir. Du coup, je suis étudiante en scénographie à l'ENSAD et je suis en 5e année en train de passer mon diplôme. Et je commence à voir par où mener la chose. Mais en fait, j'ai eu énormément de mal parce qu'on est seul dans cette école à faire du théâtre. Il n'y a pas de metteur en scène, il y a pas de... Enfin, on est seul. Et du coup, on se retrouve avec cette envie de créer un espace seul. Ce qui arrive jamais, en fait, dans nos métiers. Et du coup, on se retrouve à nous-mêmes s'inventer metteur en scène, alors que... Enfin, ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà. Donc ma question, ça serait, quand vous étiez directeur, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous avez conseillé peut-être aux étudiants qui étaient en scénographie et qui étaient dans mon cas? J'ai fait rentrer des professeurs qui avaient fait des décors de théâtre et qui savaient de quoi ils parlaient, et comme Guy-Claude François ou comme des gens comme ça, quoi, qui avaient travaillé sur le terrain. Je trouve que c'est un métier très difficile à enseigner, quoi. Et je trouve que la façon vraiment de l'enseigner, c'est d'avoir soi-même une expérience, de connaître un plateau, de savoir comment on peut sortir, descendre, remonter un mur, faire tout ça. J'ai trouvé, j'étais la première, je dis carrément, la première année que je suis rentré dans cette école comme directeur, j'étais effondré parce que tout le monde parlait du dessin, parlait des décors, parlait de tout ça et je voyais rien. Il y avait simplement un discours. Donc déjà, le discours me terrifie là-dessus, quoi. Après, il vient le discours. Après, on réfléchit, on pense, on dit comment on travaille. Mais avant tout, c'est de connaître vraiment les bases de tout ça pour pouvoir avancer. Et c'est d'avoir des professeurs qui vous donnent envie de les connaître. Enfin, c'est un programme. Mais il y en a. Il faut aller les chercher, il faut le vouloir. C'est comme le dessin, un professeur de dessin. Il faut pas prendre n'importe qui. Il faut avoir quelqu'un qui transmet quelque chose
et être capable de comprendre que ce type-là transmet, quoi. Non ? Merci. Une main se lève Rachel. au fond de la salle. Alors le micro vous arrive, relevez la. Je dis pas trop de bêtises. Bonsoir. J'avais une question, moi aussi, quant à l'avenir des jeunes scénographes, si on peut dire. Vous parliez justement des difficultés qui naissent maintenant, on va dire, avec le métier qui évolue, avec les difficultés de moyens, le fait qu'il y ait plus de soucis de production, etc. Mais est-ce que aussi par rapport, on va dire, à l'époque et aux techniques qui ont évolué et peut-être à toute l'histoire du théâtre qui est passée, qu'est-ce qui aujourd'hui aussi serait peut-être une ouverture nouvelle par rapport à ce que vous avez pu connaître du temps où vous faisiez des pièces de théâtre? Mais l'ouverture nouvelle, c'est toujours la curiosité, hein. Je ne sais pas, c'est regarder, c'est la curiosité. Je ne peux pas vous dire comment, par rapport à ce qu'on doit faire sur une scène comme décor, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je sais que c'est toujours... Bon, moi, j'ai toujours travaillé en fonction de ce que je ressentais, de mes émotions, de ce que j'avais envie de découvrir, d'apprendre. Et je crois qu'il faut s'en fiche de ce que je dis. Il faut simplement, si on a envie... avec le micro, encore mieux. Si on a envie de faire quelque chose, il faut se donner toutes les possibilités de le faire. Alors, quel est le secret de chacun ? Je ne sais pas. Moi, j'avais les miens. Chacun a, comme ça, suit une ligne, une direction qu'il a envie de suivre. Mais je ne pense pas que le métier de scénographe et de metteur en scène soit condamné. Non, peut-être qu'on doit prendre ça autrement, je ne sais pas, réfléchir autrement. On réfléchit, évidemment, les choses avancent, mais se retrouvent en même temps. Donc il faut attendre que ça revienne, quoi. Et peut-être pas, et ça revient autrement. Enfin, voilà. Je sais qu'en ce moment même, tout semble compliqué, quoi. Mais c'est intéressant aussi, hein. Voilà, je sais pas. C'était très compliqué de faire l'exposition ici, c'est ce qui m'a vraiment amusé, quoi. Donc je pense que la chose, c'est de s'amuser quand on travaille. Hein ? Voilà. Bon, si c'est compliqué, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est pas mal comme phrase de conclusion, parce que ça ouvre beaucoup de perspectives qui vont nourrir nos réflexions. Et il me reste à remercier Pierre Causse, Olivier Gaudin et Isabelle Moindreau, qui ont très bien préparé, et remercier tout ce public présent pour toi, Richard. Merci à tous. Okay. Bon. Merci.